Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre ce matin, un débat consacré aux nouvelles maladies infectieuses émergentes. À l'initiative de ce débat, la sénatrice UMP du Bas-Rhin, Fabienne Keller, qui a consacré un atelier de prospective à cette question. Pour elle, le nombre de ces maladies progresse. 335 nouvelles maladies infectieuses émergentes ont été identifiées dans la deuxième moitié du XXe siècle. Elles ont souvent pour origine les animaux, comme le chikungunya ou encore les fièvres Ebola. Alors que faire en cas d'épidémie majeure? Nos sociétés y sont-elles préparées? Élément de réponse avec ce débat. Eh bien, mes chers collègues, la séance est reprise. L'ordre du jour appelle le débat sur les nouvelles menaces des maladies infectieuses émergentes. Demande de la délégation sénatoriale à la prospective. La parole est à Madame Fabienne Keller, rapporteur de la délégation sénatoriale à la prospective. Madame la ministre, Monsieur le Président, je t'ai pas salué. Chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter un rapport qui m'a été confié par la délégation à la prospective, présidée par Joël Bourdin, sur les nouvelles maladies infectieuses émergentes. Ce travail fait suite à plusieurs rapports sur des sujets liés. Je voudrais citer notamment le rapport de notre collègue Alain Milon sur l'utilisation des fonds pour la grippe H1N1 suite au rapport de la Cour des comptes qui s'appelle « Gestion d'une crise sanitaire, la pandémie de grippe A », au rapport de Marie-Christine Blandin et Jean-Pierre Dor sur la mutation des virus et la gestion des pandémies de 2010, fait suite aussi à la commission d'enquête sénatoriale sur la grippe H1N1. On pourrait également faire référence au rapport de Nicole Bricq sur les agences sanitaires, ainsi que celui du député Yves Bur. À titre plus personnel, j'avais été sensibilisée à ce sujet des maladies infectieuses émergentes en suivant le projet de création d'une unité de recherche et de formation à Kinshasa. Le bassin du Congo est en effet un territoire dans lequel de nombreuses maladies émergent. C'est ainsi que j'ai pu effectuer différents déplacements dans les pays du Sud et participer à un symposium organisé au Japon. Nous avons pu rencontrer, dans le cours de ce travail, de très nombreux chercheurs et praticiens, européens mais aussi africains et asiatiques. Et j'ai consacré un certain temps à l'analyse de la tuberculose en Inde, maladie dont je reparlerai puisqu'elle revient sur nos territoires européens. À la fin du mois de mai dernier a été organisé au Sénat un atelier de prospective entièrement retransmis par la chaîne Public Sénat avec une centaine de représentants des grandes disciplines concernées, des historiens, des philosophes, des ethnologues, des communicants, des épidémiologistes, des microbiologistes cliniciens, des géographes et bien entendu des parlementaires. Et je veux les remercier tous pour l'intérêt qu'ils ont porté à ce sujet sensible. Chacun d'entre eux a pu intervenir puisque chacun avait 3 minutes et c'était absolument passionnant de voir le croisement des regards sur ce sujet sensible des maladies infectieuses. La menace des maladies infectieuses est profondément ancrée dans la mémoire des populations. La dernière grande pandémie grippale de 1918 reste très présente dans les esprits. Je vais faire un peu de littérature, comme l'illustrent magnifiquement ces lignes écrites par Jérôme Ferrari dans son roman « Le sermon sur la chute de Rome ». Je cite. « Un vent fétide se levait et portait depuis la mer et les plaines insalubres les miasmes d'une grippe mortelle. Balayant les villages et jetant par dizaines dans les fosses creusées à la hâte, ceux qui avaient survécu à la guerre, sans que rien ne pût l'arrêter. Comme la mouche venimeuse des légendes anciennes, cette mouche née de la putréfaction d'un crâne maléfique et qui avait surgi un matin du néant de ses orbites vides pour exhaler son haleine empoisonnée et se nourrir de la vie des hommes jusqu'à devenir si monstrueusement grosse, son ombre plongeant dans la nuit des vallées entières, que seule la lance de l'archange put enfin la terrasser.
L'archange avait depuis longtemps regagné son séjour céleste, d'où il restait sourd aux prières et aux processions. Il s'était détourné de ceux qui mouraient, à commencer par les plus faibles, les enfants, les vieillards et les femmes enceintes. Fin de la citation. Pour autant, on peut aujourd'hui se poser la question de savoir s'il faut encore attacher une attention particulière à des maladies qui ont disparu ou que l'on sait désormais traiter grâce au progrès de la médecine depuis un siècle, la vaccination ou la découverte des antibiotiques, chers collègues, ou aussi grâce à l'amélioration de la nutrition. Après tout, à l'exception du sida, qui a continué de faire près de 2 millions de morts l'an dernier, les décès dus à ces maladies ne représentent plus, et c'est heureux, qu'un pourcentage faible de la totalité des décès, bien inférieur à ceux imputables aux accidents de la route, au diabète ou à l'alcoolisme. À ne s'en tenir qu'aux statistiques, la cause serait entendue, et on pourrait imaginer que l'intérêt persistant pour ces maladies ne relève en définitive que de l'inconscient collectif, de ces peurs, chers collègues, irraisonnées, qui franchissent la barrière des générations et qui nous renvoient aux ténèbres de l'humanité. Néanmoins, je voudrais insister, les spécialistes continuent de s'inquiéter. À l'occasion de la pandémie grippale H1N1 de 2009, l'OMS a lancé la première alerte sanitaire mondiale. Et l'alerte sanitaire du SRAS, en 2002, a causé la mort de 500 personnes, mais seulement en quelques mois. Et elle a mis en émoi toute la communauté scientifique en son temps. Comme le disent si bien les chercheurs de l'Institut Pasteur, nous avons eu de la chance, parce qu'il s'agissait d'un virus très dangereux, mais heureusement faiblement contagieux et à incubation lente. Il en aurait été tout autrement avec un virus toujours très contagieux, mais très dangereux et à incubation rapide. Et c'est bien ce qui frappe le plus dans l'observation des pandémies. C'est à la fois la particularité de chaque type de maladie et la globalité de ses effets, susceptibles d'atteindre désormais l'ensemble de la population mondiale, dans le contexte actuel de la multiplication des transports de personnes, des échanges de biens et de services. Je partage évidemment, chers collègues, le point de vue du président de la République, qui observait le mois dernier, lors de l'inauguration du nouveau centre des maladies infectieuses émergentes de l'Institut Pasteur à Paris, que les virus franchissent les frontières sans présenter leur papier d'identité. Car c'est bien là le point central de notre sujet. Les maladies infectieuses sont chaque année, même en l'absence d'épidémies déclarées, à l'origine d'au moins 14 millions de décès dans le monde. 90% de ces décès surviennent dans les pays du Sud, où ils représentent 43% des morts par maladie. C'est bien sûr beaucoup plus faible dans les pays du Nord, mais leur occurrence a progressé de 10% dans les pays du Nord autour de ces 15 dernières années. De la même manière, le nombre de maladies émergentes est en progression. 335 nouvelles maladies découvertes entre 1940 et 2004. 60% d'entre elles sont d'origine animale, parmi lesquelles les 3/4 proviennent de la faune sauvage. Les virus les plus connus, le chikungunya, le monkeypox, l'orthovirus, les fièvres Ebola ou les fièvres de la vallée du Nil, qui n'ont été identifiées qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Dans les mêmes temps, l'efficacité des antibiotiques découverts au XXe siècle diminue de manière drastique et il n'est pas anodin de signaler qu'aucune nouvelle classe d'antibiotiques n'a été élaborée depuis 30 ans. Face à des épidémies majeures, nos sociétés pourraient ainsi se trouver fort dépourvues. L'espoir des chercheurs réside dans le séquençage à haut débit de nouveaux virus que l'on sait faire maintenant facilement, bien avant que d'envisager de longs mois, parfois des années avant leur exploitation. Ne seraient donc disponibles pour faire face à la crise sanitaire que des méthodes au fond très traditionnelles de santé publique, comme la quarantaine, les mesures élémentaires d'hygiène ou les changements de pratiques ou de comportements quotidiens. Pour autant, nos sociétés sont-elles prêtes à se soumettre à ce type de changement? Pourrait-on appliquer ces mesures traditionnelles dans notre société du XXIe siècle, complexe, mobile, éclatée, parcellisée, en crise, dans le port de Marseille,
On laissait les navires isolés pendant de longs mois pour que les gens meurent dessus avant de les autoriser à accoster. Comment communiquer efficacement sur le risque et sur l'incertitude, compte tenu des nouveaux médias et notamment d'Internet? Comment garantir un accès équitable aux ressources en cas de crise dans les sociétés démocratiques? Telles sont les réflexions qui justifient à tout le moins un début de réflexion et de mise en commun des expériences des uns et des autres, chercheurs, cliniciens, mais aussi médecins, journalistes, transporteurs, responsables de la sécurité et bien sûr politiques. Pour dessiner les évolutions possibles et pour identifier les principaux leviers d'action, le travail a consisté à examiner les tendances des principaux facteurs ou variables propices aux émergences. Je les balayerai rapidement. Le premier d'entre eux est évidemment lié à l'évolution de la population mondiale, qui dépasse aujourd'hui 6,5 milliards et comptera d'ici 2050 9 milliards d'habitants, et habitants surtout concentrés dans de vastes mégalopoles où les transmissions interhumaines de virus sont facilitées. Deuxième facteur, les pratiques agricoles, la déforestation, les élevages intensifs, ceux de porcs en particulier, les déplacements d'animaux entre les forêts et les villes, modifient les écosystèmes et favorisent les contacts entre les hommes et la faune sauvage, notamment en Afrique et en Asie. Je rappelle tout à l'heure, 2/3 des maladies proviennent des animaux. Il y a ensuite la mondialisation des échanges, des personnes et des biens, qui contribue à la diffusion de vecteurs épidémiques comme les moustiques, à l'origine de l'apparition du chikungunya dans le sud de la France. Notre ami l'Aedes albopictus, qui est un petit moustique, qui a été transporté dans le sud de la France, ou du virus de la vallée du Nil aux États-Unis. On peut signaler aussi le facteur du changement climatique, qui explique le pullulement des bactéries Borrelia, agents de transmission de la maladie de Lyme, dans le sud de l'Allemagne et dans l'est de la France, y compris désormais aux portes de la capitale en forêt de Sénart. On peut noter aussi le facteur de déplacement des populations, notamment en Afrique, les réfugiés, soit qu'elles y soient obligées pour quitter un environnement devenu trop aride pour leurs troupeaux, soit qu'elles soient chassées de leur terre d'attache par des conflits ethniques, des guerres civiles ou simplement la pauvreté. Enfin, on peut citer l'évolution défavorable de certains comportements. Recours excessif aux antibiotiques, dont on sait pourtant qu'il accroît le phénomène de résistance, ou le rejet de la vaccination. Et on ne peut que déplorer la persistance de ce rejet, notamment quand il vient du milieu médical lui-même. Les conséquences de ces principaux facteurs, nous les connaissons. On constate aujourd'hui la réapparition de maladies que l'on croyait oubliées, la peste, le choléra, conféré à Haïti, la tuberculose en région parisienne, la diphtérie, la rougeole, la coqueluche. J'ai prêté une attention toute particulière aux exercices de prospective menés à l'étranger, notamment au Royaume-Uni ou en Asie, avec les travaux menés en Chine et par l'Organisation économique de la zone Asie-Pacifique à la suite de l'épidémie de SRAS. Ils se sont mobilisés pour être mieux préparés à la reproduction d'un événement de ce type. J'en ai conclu, à la lecture de ces travaux de prospective très approfondis, qu'il est impossible d'identifier les scénarios globaux, tant les évolutions des maladies sont complexes en fonction de chaque facteur, selon les zones géographiques, le climat, les choix politiques effectués sur des variables qui peuvent être volontaristes, satisfaisantes, tendancielles ou négatives. Je vous invite d'ailleurs, nous avons créé un blog sur ce sujet et il y a un petit jeu de simulation d'une pandémie absolument effrayant où vous faites des choix politiques et vous voyez comment la pandémie se diffuse et le nombre de victimes. Cela permet d'intérioriser et de simuler l'effet de différents acteurs et de circonstances sur l'évolution et la diffusion de la maladie. Il nous faut donc, chers collègues, reconnaître notre ignorance sur le scénario auquel nous pourrons être un jour confrontés. Comme l'écrivait déjà de manière prophétique le microbiologiste français Charles Nicolle en 1922. Je cite : « Il y aura donc des maladies nouvelles, c'est un fait fatal. Un autre fait aussi fatal est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine. Lorsque nous aurons notion de ces maladies, elles seront déjà toutes formées, adultes pourrait-on dire.
Elles apparaîtront comme Athéna parut, sortant toute armée du cerveau de Zeus. Comment les reconnaîtrons-nous, ces maladies nouvelles? Comment soupçonnerions-nous leur existence avant qu'elles n'aient revêtu leur costume de symptômes? Il faut bien se résigner à l'ignorance des premiers cas évidents. Ils seront méconnus, confondus avec des maladies déjà existantes, et ce n'est qu'après une longue période de tâtonnement que l'on dégagera le nouveau type pathologique du tableau des affections déjà classées. C'est la raison pour laquelle j'ai la conviction profonde que le seul scénario convaincant, en tout cas le scénario important, auquel il y a lieu de se préparer par des exercices d'anticipation, est celui du scénario catastrophe, c'est-à-dire celui d'une maladie jusque-là inconnue, à incubation rapide, à forte létalité, à transmission interhumaine par voie aérienne à distance plutôt courte, et pour laquelle on ne dispose d'aucun traitement. On ne peut évidemment s'empêcher de penser à un acte de bioterrorisme associant dans un triptyque infernal le SRAS, la grippe pandémique et la dissémination de la variole, contre laquelle, je le rappelle, la population mondiale n'est plus protégée. C'est pourquoi nous avons dressé dans le rapport de la délégation une liste de 53 propositions établies sur la base des recommandations faites par les spécialistes consultés, notamment ceux qui s'étaient penchés sur les perspectives des maladies émergentes en santé humaine sous l'égide du Haut Conseil de la santé publique en 2011. J'ai également identifié 10 leviers d'action auxquels pourraient recourir les pouvoirs publics. Si je devais résumer en 3 mots l'ensemble de ces propositions, ce serait, et les journalistes l'ont bien relevé, informer, prévenir, coordonner. Pour ce qui concerne la préparation de la société, il est essentiel de tenir compte des contraintes des populations. Si l'on souhaite promouvoir la prévention et la réaction, comment construire un modèle dynamique, interactif, flexible? La réponse passe par le recours au mode de communication offert par les nouveaux outils de l'Internet. Sur ce point, tout, chers collègues, reste à faire. Pour ce qui concerne les choix politiques, les actions à entreprendre sont nombreuses. Il convient d'adapter les systèmes de santé en concevant des outils d'alerte adaptés, en organisant hors des périodes d'épidémie, en période de paix, comme disent les sociologues, la gouvernance que ces systèmes devront respecter pendant la crise sanitaire, en renforçant les soins, la recherche et la formation dans les pays du Sud. Troisième axe, en définissant les priorités de la recherche sur les maladies infectieuses. Ces priorités ne pouvant relever de la seule décision des industriels de la santé. Sur ce point, on voit par exemple que pour la tuberculose, on est très mal outillé, parce que comme cette maladie a concerné pendant longtemps seulement les pays du Sud, elle ne concernait pas des territoires pour lesquels la demande était solvable. Ainsi, nous avons pris plus de 10 ans de retard en ce qui concerne la prévention de la tuberculose. J'ai mené ce travail de réflexion et d'enquête avec une équipe restreinte, mais avec l'aide désintéressée et très efficace des chercheurs, praticiens universitaires des principales disciplines concernées, à qui je renouvelle l'expression de ma gratitude, et j'en profite pour saluer le professeur Catherine Leport, qui dirige un groupe de travail du Haut Conseil de la santé publique sur ce sujet et qui suit nos débats dans les tribunes. Mais je suis consciente que ce travail reste très en deçà de ce qui pourrait être un exercice national de prospective, qui mettrait en relation tous les métiers et toutes les professions concernées avant que ne survienne une nouvelle pandémie. C'est à ce type d'exercice que se sont livrés les Britanniques en 2002, avec l'appui d'environ 300 spécialistes réunis autour d'une dizaine de thèmes centraux. C'est un exercice assez comparable que les États-Unis mènent systématiquement chaque année. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je me permets de plaider auprès de vous pour que notre pays s'engage dans la même voie pour faire ce travail de fond. Coordonné par une équipe restreinte pluridisciplinaire, les représentants de toutes les professions concernées apprendraient d'abord à se connaître, peut-être à se respecter, chacun dans leur discipline, à échanger leurs pratiques et à développer des réflexes communs. Je pense aux professions de la santé, bien sûr, publiques, mais aussi privées, à commencer par la médecine de ville. C'est souvent eux qui ont la connaissance des premiers symptômes pour lesquels on n'identifie pas encore la maladie, mais aussi les professions de la sécurité,
les professions de la communication, les professionnels des transports, puisque de nombreux pathogènes arrivent par les transports de marchandises aussi, les professionnels des collectivités territoriales, les villes, les départements, qui peuvent être concernés par les mesures à mettre en œuvre, les professionnels de l'enseignement, ceux du tourisme, très concernés par les déplacements. Ces représentants se concerteraient dans plusieurs groupes de travail sur quelques exercices de simulation, par exemple, resimuler H1N1, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, avec peut-être des variantes, notamment sur la létalité de la maladie, sur sa gravité. On peut aussi simuler le développement du chikungunya dans le sud-ouest de la France. Mais on pourrait aussi travailler sur des thématiques transversales, comme l'usage des réseaux sociaux en phase épidémique, la thématique des règles de la communication de crise, la thématique de la médecine des voyages, notamment pour les destinations les plus à risque. Enfin, une thématique sur l'interaction entre la santé humaine et la santé animale. Et à cet égard, je voudrais dire toute la compétence qui existe aujourd'hui, notamment à l'INRA, sur le thème de la santé animale. Et peut-être qu'on aurait des progrès à en tirer sur la question de la santé humaine. Et compte tenu du risque de transmission, c'est en plus très intéressant. Je forme le vœu que cet exercice de prospective, également souhaité en conclusion du séminaire du mois de décembre dernier du Val-de-Grâce, du Haut Conseil de la santé publique, créé à l'initiative de spécialistes des maladies infectieuses émergentes et qui regroupe les agences sanitaires françaises et de nombreux autres partenaires d'autres professions, reçoivent, Madame la Ministre, un accueil favorable de la part du gouvernement. Les moyens à mettre en œuvre pour réaliser cet exercice sont modestes et ils permettraient sans doute d'éviter dans le futur des dépenses et surtout des dégâts humains bien plus considérables, faute d'anticipation d'un événement, hélas, prévisible. Et je ne doute pas, Madame la Ministre, que vous aurez à cœur de nous d'apporter surtout à nos concitoyens des assurances et des engagements. Sur ce point, chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Fabienne Keller. La parole est à Monsieur Joël Bourdin, président de la délégation sénatoriale à la prospective. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, je suis particulièrement heureux ce soir, pour la première fois depuis sa création en 2009, de notre délégation sénatoriale à la prospective, l'un de nos rapports et les honneurs d'un débat en séance publique. Nous l'avions sollicité auprès de la conférence des présidents, voici plusieurs semaines, en raison du sujet éminemment sensible, exposé à l'instant avec talent, le talent qu'on lui connaît, par notre collègue Fabienne Keller. La menace épidémique est évidemment un risque auquel tous nos concitoyens sont potentiellement exposés et contre laquelle ils attendent du gouvernement et de l'ensemble des pouvoirs publics les mesures de protection et de prévention qu'une situation aussi grave exigerait. C'est pourquoi j'appuie avec beaucoup de détermination la demande de notre rapporteur en faveur de la conduite d'un exercice de prospective grandeur nature pour que chacun soit préparé sur le terrain et non pas simplement en théorie à y faire face. Nous attendons donc avec grand intérêt la réponse que nous fera dans quelques instants sur cette préconisation la ministre en charge de la Santé. Je profiterai du temps de parole que je dois à ma qualité de président de la délégation à la prospective pour vous donner quelques indications sur le travail que nous effectuons. Original. Peut-être l'ignorez-vous, mais cette structure est une spécificité de notre Assemblée au sein du Parlement, puisque l'Assemblée nationale n'a pas de commission ni de délégation à la prospective. Bon, encore, je veux pourtant souligner l'importance de la prospective, c'est-à-dire cette recherche approfondie, aussi scientifique que possible, grâce à la construction de scénarios de ce que pourrait être notre société, notre économie, notre population, à un horizon très lointain, en tout cas plus lointain que l'annualité imposée par le vote de nos lois financières.
Le Parlement finlandais, précurseur, l'a d'ailleurs parfaitement perçu puisqu'il a déjà constitué en son sein une commission permanente de l'avenir qui s'y consacre intégralement. Et le Premier ministre finlandais, lorsqu'il prononce son discours annuel de l'Union, doit présenter une vision de la Finlande à 15 ans. C'est-à-dire que la prospective est vraiment dans la culture désormais du Parlement finlandais. Nous n'en sommes pas encore là dans notre pays, même si j'observe que de plus en plus d'entreprises, de ministères, d'institutions se dotent désormais de cellules de réflexion à long terme. À l'inverse, nous avons plutôt le sentiment, nous, parlementaires, de voter le plus souvent dans l'urgence des mesures de court terme qui opacifient et rendent plus complexe une vision globale des choses à échéance plus lointaine. La suppression du commissariat général du plan en 2006 nous a probablement privés d'un outil précieux pour apprécier les enjeux de long terme. Certes, son mode de fonctionnement pouvait sembler dépassé dans le contexte de mondialisation et de globalisation économique. Certes, il avait quelque peu vieilli, mais peut-être aurait-on pu envisager simplement de le réformer. Nous avons pris conscience de cet état de fait, notamment grâce à la sensibilisation de notre collègue Jean-Pierre Raffarin, qui, à la délégation à la prospective, nous a montré du doigt le problème du plan. C'est la raison pour laquelle notre délégation vient de tenir, le 5 décembre dernier, une grande réunion sur le thème de l'avenir de la planification stratégique. Cette réunion de travail a été organisée conjointement avec le Conseil économique et social et environnemental, qui, une année après nous, a également créé en son sein une structure dédiée à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques. Nous publierons d'ici 2 semaines le résultat des débats très instructifs tenus à cette occasion. J'observe d'ailleurs, pour m'en féliciter, que le gouvernement a établi le même constat que le nôtre, puisqu'avant l'été, le Premier ministre a fait état, lors de la grande conférence sociale, de la nécessité de disposer au niveau national d'une structure de réflexion prospective à même d'aider à la prise de décision politique. Il a confié d'ailleurs à cet effet à une commission présidée par Mme Yannick Moreau le soin d'y réfléchir. Sur le fondement de son rapport rendu le mois dernier, il devrait donc être créé prochainement un commissariat à la prospective et à la stratégie, dont nous suivrons évidemment l'installation et les débuts avec la plus grande attention. Pour conclure, je souhaite bien évidemment que cette première expérience de débat public sur les travaux de notre délégation soit suivie par d'autres. Nous venons d'ailleurs d'adopter hier un rapport consacré à l'avenir des campagnes, auquel je ne doute pas que mes chers collègues sénateurs soient tout particulièrement attachés et qui pourrait faire utilement l'objet d'échanges au sein de notre hémicycle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, avant de démarrer, enfin, dans la suite du débat, bien sûr, il y a les orateurs. Je voudrais simplement dire que je vais lever la séance à 19h20, 19h25, parce qu'il y a les vœux chez le Premier ministre. Madame la ministre souhaite s'y rendre, ce que nous comprenons, Madame la ministre, des collègues également aussi ici. Donc, ce que je vous demande, c'est de respecter tout simplement le temps de parole et nous aurons terminé à 19h20 tranquillement. Voilà. Donc, dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes. Tout d'abord, Madame Isabelle Pasquet pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le sujet abordé à l'occasion de ce débat et qui a fait l'objet d'un rapport d'information de la part de Fabienne Keller, notre collègue, dans le cadre de la délégation sénatoriale à la prospective, est un sujet particulièrement intéressant. Et je me réjouis d'ailleurs que ce rapport, malgré une méthodologie pouvant potentiellement mener au catastrophisme, soit au contraire sur les causes comme sur les risques possibles d'une grande mesure.
Ce sujet fait depuis quelques années l'objet de nombreux travaux de nature scientifique. Madame Keller les a cités. Cet intérêt légitime résultant sans doute de la recrudescence de crises sanitaires durant les dernières années est lié précisément à des maladies infectieuses émergentes ou réémergentes. Disant cela, je pense par exemple au rapport rendu public en 2010 par le Haut Conseil de la santé publique et intitulé « Les maladies infectieuses émergentes, état de la situation et perspectives ». Les chercheurs n'ignorent rien de la situation et des différentes évolutions possibles. Voulant éviter d'être redondante avec ces études et afin de permettre aux parlementaires ainsi qu'à l'ensemble des décideurs publics de prendre les meilleures décisions, la rapporteure a fait le choix judicieux d'une prospective non scientifique. Cela nous apparaît pertinent et correspondre aux besoins de notre pays. C'est d'ailleurs la voie empruntée récemment par d'autres pays voisins du nôtre, comme le Royaume-Uni. Sur la base de ce travail, dont chacun s'accordera à reconnaître la qualité, notamment ce qui permet à toutes et tous de mesurer les enjeux liés aux maladies infectieuses émergentes, même en l'absence de connaissances médicales, la rapporteure formule 10 propositions auxquelles nous souscrivons. Pour autant, bien que pertinente et reprenant une partie des préconisations formulées par le passé par d'autres organismes, comme l'Organisation mondiale de la santé, nous regrettons que ces recommandations ne soient pas plus ambitieuses. Pour notre part, nous considérons que ces 10 préconisations ne doivent pas constituer l'achèvement de la réflexion en la matière, mais au contraire servir de point de départ pour nous permettre d'appréhender le sujet à la hauteur de son importance et pour nous inciter à élaborer des projets politiques susceptibles de réduire à la fois les risques et les facteurs facilitant ou déclenchant. Aussi, pour illustrer mes propos, je vais prendre quelques exemples. La seconde préconisation de ce rapport suggère d'agir sur tous les facteurs d'émergence et de propagation des maladies infectieuses pour ralentir ou mieux inverser les grandes tendances observées. Nous ne pouvons que souscrire à cette proposition, même si nous craignons que, sans mesures concrètes s'inscrivant dans une autre politique économique, financière et de coopération, elle ne reste qu'un vœu pieux. Comment, par exemple, s'attaquer à la misère qui constitue un facteur majeur de propagation des maladies émergentes infectieuses, sans rompre radicalement avec les politiques qui endettent les pays du Sud et les privent de toute capacité d'action? Le processus de réduction de la dette des pays les plus pauvres est notable, mais largement insuffisant. Les pays en développement ont passé des années à rembourser des milliards de dollars de dettes, les privant des capacités d'action. La situation est telle que de nombreux pays ont fini par dépenser plus à rembourser leurs anciennes dettes qu'à investir dans la santé et l'éducation réunies. Le cas du Lesotho est frappant. Ce pays a payé 47 millions de dollars à ses créditeurs en 2006, une somme qui correspond aux 2/3 de l'aide au développement que ce pays reçoit chaque année. La 8e proposition de notre collègue de réguler les mouvements de praticiens de la santé des pays du Sud vers les pays du Nord, afin d'éviter que ces derniers ne souffrent de déserts médicaux d'origine économique, est là encore pertinente. Or, pour ce faire, il faudrait que la communauté internationale prenne des décisions ambitieuses. Tout doit être mis en œuvre pour soutenir le développement de structures sanitaires de proximité voulues, construites et dirigées par les populations locales. Cette volonté est en totale contradiction avec les politiques menées conjointement par le FMI, l'OMC et la Réserve fédérale américaine. Ces 3 institutions ne consentent à aider financièrement les pays les plus pauvres qu'à condition que leurs États opèrent des réductions budgétaires massives, qu'ils privatisent et ouvrent des secteurs enseignement public à des entreprises privées dont la plupart ne sont pas nationales. Le domaine de l'eau potable, de l'éducation et de la santé sont parmi les plus concernés. Un article de Marianne qui date de 2010 relate comment ce mécanisme s'est produit aux Philippines et les conséquences sur la population. Dans ce pays, le système de santé publique a longtemps été réputé comme performant. Les pauvres y étaient bien soignés, gratuitement. Dans les années 80, le gouvernement a, sous l'impulsion des institutions financières internationales, privatisé le système. Depuis, les malades pauvres ne sont plus soignés, les salaires des personnels de santé n'ont plus évolué,
La masse salariale a été limitée et les investissements matériels réduits au maximum. L'article de conclure, cette situation a provoqué une pénurie de personnel encore plus grave car les étudiants en médecine partaient directement pour l'étranger dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions et un meilleur salaire. Sur une période de 10 ans qui a suivi la privatisation, plus de 100 000 infirmiers et 5 000 médecins sont partis à l'étranger. De fait, de nombreux hôpitaux ont fermé ou ont réduit leurs activités par manque d'effectifs. Nous soutenons également l'idée qu'il faut, pour limiter les risques, repenser au plan mondial les politiques agricoles. La déforestation massive en Amazonie, en Indonésie, à Madagascar ou en Afrique tropicale, principalement justifiée par le besoin d'extension des productions agricoles destinées à la fabrication d'agrocarburants ou d'huile de palme, est un facteur aggravant. Qu'attendons-nous donc pour exiger de l'OMC et de l'OMS qu'ils interdisent la vente de ces produits dont tout le monde sait qu'en plus de leur rôle en matière de développement des maladies infectieuses, ils sont dangereux pour la santé et abîment considérablement la planète? Qu'attendons-nous pour soutenir également de manière massive les projets agricoles destinés dans les pays du Sud à redonner aux terres leur vocation initiale, dont celle de nourrir la population locale? En 2010, au Ghana, la quasi-totalité de la production agricole était destinée à l'exportation et le pays importait du riz d'Amérique, alors qu'il en exportait il y a seulement 10 ans. Ce système affame les peuples, la malnutrition qui fragilise les populations déjà exposées étant une conséquence de la transformation des matières premières en valeurs spéculatives au nom d'une seule règle, la loi des marchés. Il faut également revenir à une agriculture plus raisonnable, favorisant des circuits courts et avec une utilisation raisonnée des pesticides et des antibiotiques dans l'élevage. On ne peut pas tout à la fois regretter l'usure des sols sur lesquels les maladies prospèrent, dénoncer la réduction permanente de l'efficacité de l'antibiothérapie sur les humains et dans le même temps continuer à soutenir économiquement et favoriser les élevages en batterie qui, par définition, pour faire face au risque élevé de mort des animaux et donc de pertes financières, recourent massivement aux antibiotiques. Faute de temps, je ne peux développer ici ces réflexions sur d'autres sujets, comme les conséquences par ailleurs signalées dans le rapport de notre collègue, et je l'en félicite, du réchauffement climatique sur l'accroissement des risques infectieux. Mais chacun aura compris le sens de mon intervention. Les propositions contenues dans le rapport sont justes, mais elles ne peuvent être pertinentes et pleinement efficaces que dans un important changement de société, de repères et de priorités que, pour notre part, nous appelons de nos vœux et que nous n'avons de cesse de défendre dans ces lieux. Je vous remercie. Merci, Madame Pasquet. La parole est à Monsieur Hervé Marseille pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce débat fait suite au rapport de notre collègue Fabienne Keller au nom de la délégation de la prospective. Certains pourront trouver ce rapport préoccupant, très préoccupant. Nous choisissons plutôt de le voir au contraire encourageant. Encourageant d'abord d'un point de vue formel, comme l'a dit notre collègue président de la délégation il y a quelques instants. C'est un débat qui est une première et qui valide la démarche, une démarche qui est pertinente et qui est importante. Et je voudrais aussi féliciter d'emblée Fabienne Keller pour la qualité du travail qu'elle a réalisé. Mais si, au-delà de la forme, ce rapport est pour nous et à nos yeux encourageant, c'est aussi pour des raisons de fond. D'abord parce que la menace est réelle. L'histoire des maladies infectieuses nous l'enseigne. Régulièrement, un agent pathogène provoque une pandémie meurtrière. L'une des dernières en date et des plus impressionnantes, celle de la grippe espagnole, a fait, je le rappelle, plus de morts que la Première Guerre mondiale, à peu près à la même époque. L'hypothèse d'une pandémie majeure est, comme la survenue d'une météorite tueuse ou d'une giga-éruption volcanique, l'une des grandes menaces naturelles pesant sur l'humanité. Le catastrophisme hollywoodien s'en est d'ailleurs régulièrement inspiré, encore récemment avec un très bon film sur le sujet, Contagion, film glaçant qui rend parfaitement compte des mécanismes de propagation d'un agent pathogène dans le monde moderne. Parce que, et c'est là tout le paradoxe, aujourd'hui,
À l'heure de l'hypertechnologie, en dépit des progrès dans la maîtrise de l'atome, de l'informatique, de la génétique, des biotechnologies, l'humanité pourrait se croire à l'abri alors qu'au contraire, elle est plus que jamais exposée. C'est précisément ce que démontre le rapport de Mme Keller, d'où sa dimension alarmante. D'une part, évidemment, les épidémies actuelles de sida, d'Ebola ou de paludisme sont bien là pour nous le rappeler. Les maladies infectieuses sont à l'origine de 14 millions de décès chaque année, principalement dans les pays du Sud. Mais l'incidence des maladies émergentes a aussi augmenté de 10 à 20% dans les pays du Nord ces 15 dernières années. Cela aussi a été rappelé, les maladies infectieuses représenteraient en France 12% des décès. Sur les 10 principaux facteurs favorisant l'émergence de pandémies majeures, listés par ordre d'importance dans le rapport, 9 sont liés à l'activité humaine. Plus précisément à l'évolution des sociétés, qu'il s'agisse du changement d'usage des sols, de la démographie et de la concentration urbaine, de la précarité des conditions sanitaires ou hospitalières, ou même tout simplement du réchauffement climatique. Et c'est en cela que, sur le fond, le rapport nous apparaît encourageant. C'est que si l'humanité est responsable de l'essentiel de la menace, c'est qu'elle dispose aussi des moyens de la prévenir. Théoriquement, nous devrions pouvoir rester maîtres du jeu à condition de s'en donner les moyens, ce qui conduit naturellement à l'aspect normatif et décisionnel du rapport, celui qui nous concerne plus directement, nous, législateurs. Et paradoxalement, c'est là que nous manifesterons le plus d'inquiétude. Parce que si nous pouvons agir, force est de le constater aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à affronter une pandémie meurtrière. C'est le constat, à nos yeux, le plus authentiquement alarmant du rapport de Fabienne Keller. Lorsque je dis que nous ne sommes pas prêts, je ne parle même pas de contrer les facteurs pathogènes de moyen terme. Bien sûr, nous ne sommes pas prêts à lutter efficacement contre le réchauffement climatique, mais c'est là un autre débat. Je me concentrerai seulement sur la capacité de notre système sanitaire à faire face à une telle menace. Pourrait-il réagir efficacement? Manifestement, non. Pas à l'échelon national. Le rapport pointe au moins 3 insuffisances majeures du système de surveillance sanitaire français. D'abord, l'absence d'une base épidémiologique unique, contrairement à ce qui existe en Grande-Bretagne, et alors que la France est concernée au premier chef, ne serait-ce qu'en raison de ses territoires ultramarins directement exposés aux maladies tropicales. Ensuite, la multiplicité des acteurs, médecins, réseaux de surveillance et agences sanitaires. Troisièmement, l'insuffisante identification et capacité d'action de chacun de ces intervenants. En effet, la participation des médecins traitants à la veille sanitaire est embryonnaire, les réseaux de surveillance et d'alerte mutualisés sont trop peu développés et l'architecture des agences sanitaires pourrait être archaïque. Concernant ces dernières, il pourrait être question de regrouper l'Institut national de veille sanitaire et l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé pour remettre en cause la séparation entre veille et prévention. Dans ces conditions, Madame la Ministre, une question s'impose. Nous savons qu'une loi santé publique est en préparation. Abordera-t-elle ces questions? Sur le plan international, la situation n'est guère plus encourageante. Les institutions de la coopération européenne en la matière sont en place, mais elles n'ont qu'un rôle subsidiaire. Les membres de mon groupe, UDI, vous le savez, appellent de leur vœu une relance de l'intégration communautaire. Pour nous, l'Europe de demain doit aussi avoir une dimension sanitaire. Les pandémies font hélas partie de notre histoire commune. Songeons seulement à la peste. Ces pandémies font fi des frontières. Lorsqu'elles frappent, ce sont des continents qu'elles affectent. L'Europe est donc l'échelon pertinent pour une réponse efficace et coordonnée. Dans la même logique, bien sûr, l'échelon mondial est aussi une clé. Et lui non plus ne semble pas prêt. L'un des enseignements les plus percutants du rapport de Fabienne Keller est de bien faire apparaître l'unicité du monde de la pandémie. Nous l'avons vu, unicité du monde des hommes, le Nord étant de plus en plus vulnérable aux pandémies naissant et affectant prioritairement le Sud. Il n'y a pas de sanctuaire. Heureusement, la coopération internationale s'est renforcée récemment avec le règlement sanitaire adopté dans le cadre de l'OMS et qui a force juridique pour la quasi-totalité des États. Unicité au sein même du vivant dans la mesure où les principales menaces des maladies émergentes ou réémergentes tiennent à l'existence de zoonoses, d'où la nécessité de lier à l'échelon mondial médecine animale et humaine. Encore une fois, Madame le Ministre, nous ne pouvons que nous tourner vers vous, vers le gouvernement. Est-il prévu que la France soutienne des programmes de cette nature? En conclusion, je dirais que la menace dont nous débattons aujourd'hui est d'autant plus brûlante que nos forces sont actuellement engagées dans un conflit armé au Mali. Nous savons que les guerres, notamment dans des pays où règne la précarité, font le lit de pandémies et souvent il faut garder présent à l'esprit qu'une attaque, cela a été dit, de terrorisme épidémiologique est toujours possible. Ça a été une préoccupation qu'on a eue avec l'Irak, qu'on a toujours avec l'Iran ou encore avec la Libye compte tenu de sa situation. Je vous remercie. Merci, Monsieur Marseille.
La parole est à Monsieur Gilbert Barbier pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la prospection, Madame la rapporteure, y a-t-il plus d'émergence maintenant qu'avant? C'est ainsi que s'interrogeait en avril 2012 le docteur Hélène Faguérazzi-Pagel dans son dossier de synthèse pour l'INIST et le CNRS sur les maladies émergentes et réémergentes chez l'homme. C'est bien la question que vous évoquez, Madame Keller, dans votre remarquable rapport. Vous avez balayé le très vaste champ de cette inquiétude permanente des pouvoirs publics sur les menaces qui, de tout temps, ont pesé sur l'humanité. Longtemps, les maladies infectieuses ont représenté la première cause de mortalité. Le XXe siècle a connu un très net recul de ces maladies, sous l'influence des progrès de la médecine, du développement de la prévention, de l'amélioration générale du niveau de vie. Cette évolution a culminé à l'éradication de la variole en 1977. Mais depuis lors, on a observé l'apparition de maladies nouvelles, souvent létales. Vous les avez évoquées, Ebola, Sida, SRAS, West Nile virus, variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, chikungunya, etc. Dans le même temps, des maladies qui semblaient en déclin, comme la dengue, la tuberculose, la rougeole ou encore la coqueluche, ont réémergé en Europe. En parallèle, et malgré des progrès récents, les infections nosocomiales survenant à l'hôpital suscitent une inquiétude nouvelle. S'agit-il de fausses émergences, d'une amplification médiatique ou bien encore d'un vrai risque d'émergence? Le concept d'émergence n'est pas nouveau. Il est lié à la naissance de l'épidémiologie moderne au XIXe siècle, discipline dont John Snow était le précurseur et se cristallisé aux États-Unis avec la publication d'un rapport en 1992 par Lederberg où il envisage les maladies émergentes sous ses aspects évolutionnistes, environnementaux, sociaux et politiques. Les agents infectieux ont été et resteront les compagnons de route de l'humanité. Dans les années 30, Charles Nichols énonçait « Il y aura des maladies nouvelles. Elles apparaîtront comme Athéna parut, sortant toute armée du cerveau de Zeus. Comment les reconnaîtrons-nous? Comment soupçonnerions-nous leur existence avant qu'elles n'aient revêtu leur costume de symptômes? » Cette prédiction repose sur le dynamisme d'adaptation des agents pathogènes. Sans cesse émergent des variantes pour lesquelles nous ne disposons pas de traitement approprié qu'avec un temps de retard. Les pandémies de grippe du XXe siècle sont par exemple dues à des modifications antigéniques des souches de influenza virus A. Cela étant, le rythme soutenu auquel apparaissent ces nouvelles maladies, une par an selon l'OMS, l'amplitude géographique et la vitesse de diffusion, en quelques jours pour le virus du SRAS, qui s'est retrouvé sur 5 continents et a touché 8000 personnes dans une vingtaine de pays, tout ceci pose aujourd'hui des questions. Votre rapport, Madame Keller, qui s'appuie sur l'étude du Haut Conseil de santé publique, conduite par Catherine Leport, que vous avez souligné, analyse les facteurs d'émergence et les défis auxquels sont confrontées les autorités politiques. Les facteurs d'émergence sont multiples, humains, car l'homme est effectivement l'ingénieur de sa propre circulation microbienne, environnementaux, avec notamment le changement climatique et des conditions écologiques qui favorisent le passage de la barrière des espèces, médicaux, avec les progrès techniques et le recours à des gestes de plus en plus invasifs. Je ne vais pas ici revenir sinon sur 2 sujets d'inquiétude. D'abord, l'apparition de bactéries multirésistantes, extrêmement difficiles à traiter, dues largement à la surconsommation d'antibiotiques. Celle-ci est toujours d'actualité en France, malgré les efforts entrepris avec la campagne « Les antibiotiques, ce n'est pas automatique ». Ensuite, la moindre vaccination. L'insuffisance de vaccination dans les pays en voie de développement est connue. Mais force est de constater qu'en Europe et en France, les vaccins n'ont plus la popularité d'antan, d'où la résurgence de la rougeole ou de la coqueluche. Dans le rapport du Haut Conseil, les anthropologues y analysent les résistances des populations vis-à-vis de la prévention vaccinale et le chemin qu'elle parcourt jusqu'à l'acceptabilité sociale. On ne saurait se contenter d'asséner des affirmations sur la nécessité de se faire vacciner.
Il vaut mieux comprendre les mécanismes du refus. Grâce à des recherches de sociologie notamment, la France est très en retard dans ce domaine. Cette réflexion m'amène d'ailleurs à aborder un des 3 défis de l'avenir, celui de la recherche scientifique. L'élu de pays de Pasteur que je suis ne peut oublier l'immense pas en avant que ce personnage a fait à la science avec cette méthodologie de l'observation à la base de tous ses travaux. Je reconnais, Madame le rapporteur, que je n'oublie pas que Louis Pasteur a pris femme à Strasbourg en la personne de la fille du recteur de l'université de votre ville. Aujourd'hui, rien qu'en ce qui concerne les 3 principaux fléaux infectieux mondiaux, le paludisme, le sida et la tuberculose, nous sommes toujours en situation d'échec pour les 2 premiers. Et même pour la tuberculose, l'efficacité du BCG est atténuée par la mutation du bacille. À l'heure des maladies émergentes, réémergentes et des résistances accrues au traitement, le développement de nouveaux agents antimicrobiens, de nouveaux vaccins est un défi. Il faut aussi améliorer l'acceptabilité, l'immunité et la sécurité. En France, nous disposons de centres de recherche importants, l'Institut Pasteur, le Biopôle à Lyon, de quelques universités, mais de l'aveu même des acteurs, cette recherche souffre d'une trop grande fragmentation, d'un manque de visibilité, d'un financement peu satisfaisant. Nous devons faire de cette décennie la décennie des vaccins, a déclaré un célèbre donateur au Forum économique de Davos en janvier 2010. Cela doit être une priorité des priorités de l'OMS, de financer la recherche dans ce domaine, même si la déception est réelle concernant la dengue ou le chikungunya. Pour conclure ce volet scientifique, je voudrais insister sur le décloisonnement. Les maladies infectieuses émergentes restent synonymes de déficit de connaissances et cause d'importantes incertitudes. Tant il est vrai que la complexité des interactions entre les agents pathogènes, leurs vecteurs et l'homme reste encore à décrypter. Seule une stratégie audacieuse de recherche interdisciplinaire, de la microbiologie fondamentale jusqu'aux sciences humaines et sociales, sans exclusivité, permettra d'avancer. Des recherches sur la dynamique des maladies infectieuses se font grâce aux modèles mathématiques toujours plus élaborés, en passant par la génétique et les satellites de surveillance pour surveiller le climat, les points d'eau, les oiseaux migrateurs. Cette approche interdisciplinaire, organisation innovante, voilà bien 2 nécessités évidentes dans ce domaine. Comment s'en donner les moyens, Madame le ministre? Autre défi à relever, ce sont les problèmes de l'information les plus alarmantes ou contradictoires qui circulent très vite à travers la planète. Enfin, une des priorités de l'expertise est donc d'améliorer la communication avec le grand public. Des programmes sur ce sujet devraient être définis dans le champ de la recherche et de la formation. Une approche plus pédagogique des décisions dans ce domaine lui permettrait de comprendre et d'accepter la complexité de ces réalités, complexité susceptible d'aboutir à des changements ou des revirements de stratégie à première vue inexplicables pour une grande majorité de la population et parfois des professionnels de santé. Le dernier défi, c'est l'accès équitable aux soins, à la prévention, notamment dans les rapports Nord-Sud. Les pays du Sud, les maladies infectieuses, on a évoqué leur pourcentage. Il est essentiel d'y détecter suffisamment tôt les flambées de maladies, d'éviter les épidémies ou l'endémisation de certaines maladies. Maintenir ou développer la surveillance et les acteurs de terrain, les équipements et les laboratoires. J'ai noté dans votre rapport, Madame le rapporteur, les travaux intéressants avec le docteur Didier Bourpanguet, chercheur à l'Université de Besançon, fondateur de l'unité de recherche de Kinshasa en République démocratique du Congo. Je crois que c'est des exemples qu'il faut pouvoir soutenir et encourager, et à ce prix, nous pourrons lutter contre ces maladies émergentes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Barbier. Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Aline Archambault pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la délégation sénatoriale à la prospective, Madame la rapporteure, chers collègues, je voudrais tout d'abord, moi aussi, remercier les membres de la délégation sénatoriale à la prospective pour l'excellent travail fourni sur l'enjeu technique et complexe, mais néanmoins crucial, que sont les maladies émergentes. Je pense bien sûr au rapport très documenté rédigé par Madame Fabienne Keller, aux propositions qu'elle fait, informer, prévenir, coordonner, et à l'ensemble des analyses que vous avez pu, auxquelles vous avez pu travailler.
Comme mes collègues l'ont rappelé avant moi, les maladies émergentes sont à l'origine chaque année de 14 millions de décès dans le monde. Ces maladies, parmi lesquelles les tristement célèbres VIH, SRAS, virus Ebola ou encore grippe H5N1, sont responsables, d'autres collègues l'ont dit avant moi, de 43% du total des décès constatés chaque année dans les pays du Sud, et leur incidence a augmenté de 10 à 20% ces dernières années dans les pays du Nord, plus 12% en France. Je voudrais rapidement mettre l'accent sur quelques caractéristiques de ces maladies émergentes. Et en me documentant, j'ai en effet vu que des phénomènes que nous, écologistes, combattons depuis des années, amplifient la rapidité du développement de ces maladies. C'est aujourd'hui une certitude scientifique, et certains l'ont évoqué avant moi. Les atteintes à la biodiversité, le changement climatique, la déforestation ou encore l'agriculture et l'élevage intensif favorisent l'apparition ou la réapparition de ces maladies. Concernant la régression de la biodiversité, la disparition de certaines espèces animales protectrices, par exemple des prédateurs, des rongeurs, libèrent des niches pour les espèces invasives, ce qui favorise dans certains cas l'éclosion et la propagation de maladies infectieuses. Certains chercheurs ont travaillé dans ces domaines, vous le savez, par exemple la zoologue Kate Jones, qui insiste sur le fait que biodiversité, gestion, conservatoire, restauratoire sont des moyens de limiter le risque. Outre la biodiversité, le changement climatique, avec les modifications de précipitations, de l'humidité, de la température qu'il entraîne, joue également un rôle majeur dans l'accroissement des maladies émergentes par différents moyens que je n'ai pas le temps de développer, mais il est clair que la perturbation de la composition des écosystèmes, les interactions des espèces entre elles jouent un rôle, et une augmentation significative de la température est envisagée dans les années qui viennent. Et c'est vrai qu'il faut envisager parallèlement, malheureusement, l'extension géographique d'un certain nombre de maladies infectieuses, notamment celles transmises par des animaux vecteurs, par exemple le paludisme ou la dengue. Par ailleurs, autre facteur, l'urbanisation, la déforestation, la fragmentation des forêts, ainsi que l'intensification de l'agriculture et de l'élevage favorisent l'accroissement de maladies infectieuses émergentes. Par exemple, l'augmentation d'élevage intensif, plus sensible aux maladies, élevage de porcs, élevage de volailles, entraîne l'extension des zones où vivent des espèces vecteurs ou des réservoirs d'agents pathogènes. De même que la récente sélection génétique des plantes les rend plus sensibles à certains virus. Alors, il y a un certain nombre d'illustrations concrètes que je ne développerai pas longuement. Je prendrai un exemple, on pourrait en prendre d'autres. C'est celui qui nous est fourni par le virus Junin, responsable de la fièvre hémorragique d'Argentine et dont la propagation a été accentuée par la transformation massive dans ce pays des terres qui étaient des terres de hautes herbes, de pampa, en champs de maïs. Cela a eu pour effet de favoriser la pullulation de rongeurs qui servent de réservoir à ce virus et qui étaient auparavant naturellement régulés par d'autres espèces qui vivaient dans ces pampas. Et donc, développement d'une culture, du maïs, amplifié par l'utilisation d'herbicides. Enfin, il y a tout un processus qui a amené la disparition progressive de zones naturelles sur lesquelles, de façon silencieuse au début, cette fièvre hémorragique est donc devenue épidémique. Alors je pourrais citer d'autres exemples, mais j'irai vite. Un autre point avant de conclure, je rejoins les collègues qui ont dit qu'il ne fallait pas oublier la résistance bactérienne qui est en augmentation, et le cas des virus résistants aux médicaments ou de leurs vecteurs résistants aux pesticides qui représentent environ 20% des 335 maladies émergentes étudiées en février 2008 dans une étude mondiale qui a déjà été citée avant moi. En fait, un certain nombre de maladies émergentes sont en fait d'anciennes maladies qui sont devenues antibiorésistantes, dont par exemple, vous l'avez cité, certains collègues avant moi, la tuberculose. On estime aujourd'hui que 25 000 malades porteurs d'infections multirésistantes meurent chaque année, et cette recrudescence s'explique à la fois par la généralisation des antibiotiques, mais aussi qui sont présents dans les soins, mais aussi présents dans la nourriture animale. Et de ce point de vue, nous ne pouvons que regretter que la disposition de la loi Kouchner, qui avait prévu un médecin responsable de la modération de l'usage des antibiotiques dans chaque hôpital,
n'ait finalement jamais été mise en œuvre. Et finalement, pour aller vite, nous considérons que l'urgence en matière de lutte contre ces maladies émergentes et donc la régulation très encadrée de l'antibiothérapie, ainsi que la protection accrue de la biodiversité, de la lutte contre la déforestation, la modération de l'agriculture et de l'élevage intensif aussi. Malheureusement, les négociations internationales sur la biodiversité et le climat se traduisent souvent par des avancées insuffisantes au regard des enjeux. En témoignent les échecs relatifs de conférences récentes à Hyderabad ou Doha en octobre et novembre 2012. Et plus largement, ce seront mes derniers mots, le bon état sanitaire d'une population étant le premier barrage à la maladie, les objectifs de la lutte contre la pauvreté et l'accès aux soins des précaires doivent rester en toutes circonstances une priorité, aussi bien en France que dans le monde, et cela même au-delà du seul enjeu des maladies émergentes, puisque nous connaissons les proportions inquiétantes dans certains pays de maladies non émergentes. Certaines ont été citées, qu'il s'agisse de la rougeole, du paludisme dans sa forme simple, de maladies simplement liées à l'absence d'eau potable, ou même encore tout simplement, malheureusement, de la faim. Je vous remercie. Merci, Madame Archambault. Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Catherine Deroche pour le groupe UMP. Bonjour. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à mon tour, je tiens à remercier notre collègue Fabienne Keller d'avoir produit, au nom de la délégation à la prospective, ce rapport d'information très complet sur les nouvelles menaces liées aux maladies infectieuses émergentes. 53 propositions établies à partir des recommandations de spécialistes et 10 leviers d'action. Le professeur Claude Chastel, dans son ouvrage « Virus émergents vers de nouvelles pandémies », souligne que parmi les multiples facteurs qui interviennent dans l'émergence ou la réémergence de ces maladies virales, l'homme est le principal responsable. Depuis le néolithique, il s'est approprié la planète, modifiant ou détruisant beaucoup d'écosystèmes, en façonnant d'autres entièrement artificiels. La croissance exponentielle de la population n'a évidemment fait que renforcer cette influence de l'homme. 7 milliards d'humains sur Terre, c'est une aubaine pour des virus entreprenants. Qui plus est, cette population plus nombreuse est également beaucoup plus mobile que par le passé. Les personnes et les biens se déplacent à une fréquence et à une vitesse démultipliées. Ajouté au changement climatique et à l'évolution spontanée des agents pathogènes, ces mutations entraînent l'émergence constante de nouvelles maladies et de leur diffusion accélérée. La surveillance de ces maladies et le partage des connaissances existent déjà à plusieurs niveaux. Au niveau international, avec le GOARN, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Dans ce cadre, le nouveau règlement sanitaire international, RSI, adopté en 2005 par la 58e Assemblée mondiale de la santé, a marqué un progrès considérable. En effet, ce nouveau RSI prend en compte tous les types de menaces épidémiques, même celles qui sont encore mal définies, mais jugées préoccupantes. Le RSI permet donc un signalement rapide entre les États de toute menace sanitaire pouvant se propager au niveau international. Chaque État a désigné un interlocuteur unique. Pour la France, il s'agit de la Direction générale de la santé, qui doit être en relation 24 heures sur 24 avec l'OMS. Au niveau européen, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ECDC, identifie et évalue la menace que constituent les maladies infectieuses. Au niveau national, enfin, l'Institut de veille sanitaire et au niveau régional, les agences régionales de santé, ARS, par l'intermédiaire des cellules de veille et de gestion des alertes sanitaires, assurent une veille et une surveillance constantes. De nombreux dispositifs de veille et d'alerte sanitaire contribuent donc à l'échelle internationale et nationale à la détection et à l'alerte des maladies émergentes. Ces outils doivent en permanence être évalués et adaptés pour nous permettre de préparer des crises. En outre, d'après les diverses expertises sanitaires effectuées dans le monde, de nouvelles maladies infectieuses peuvent apparaître rapidement et se transformer en pandémie, à l'instar du SRAS, de la grippe aviaire ou de la grippe H1N1.
L'inquiétude porte aussi, cela a été dit, sur la résistance de certains virus aux antibiotiques, notamment en Asie. Il est scientifiquement démontré que la forte utilisation des antibiotiques a conduit à l'apparition accélérée de bactéries très résistantes. C'est pourquoi il faut encourager le développement de la recherche. Nous ne pouvons que nous féliciter de la réalisation du nouveau centre François Jacob à l'Institut Pasteur de Paris, dévolu aux recherches sur les maladies émergentes. Nous connaissons l'implication des équipes de l'Institut Pasteur qui ont été en première ligne dans les grandes épidémies, SRAS, pandémie grippale, chikungunya. Dès les premiers cas de chikungunya signalés à La Réunion en 2005, l'Institut a monté un projet de recherche qui a permis de comprendre l'ampleur inattendue de cette épidémie. Notre pays doit donc continuer à encourager ce type de projet. Comme le rappelle Arnaud Fontanet, chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes de l'Institut, les maladies émergentes sont toutes ces maladies qui apparaissent au sein des populations humaines. Ce sont aussi les maladies anciennes ou presque disparues qui réémergent ou colonisent de nouvelles zones géographiques. Elles sont le plus souvent infectieuses, c'est-à-dire qu'elles sont dues à des micro-organismes comme les bactéries, virus, parasites, champignons. En plus des décès et des douleurs qu'elles entraînent, ces pathologies ont une conséquence sur tous les pans de la société. Ralentissement économique, entrave à la circulation des biens et des personnes. Enfin, je pense que nous devons mener une réflexion poussée afin de définir des protocoles opérationnels pour une bonne utilisation d'Internet et des réseaux sociaux en cas de crise sanitaire. Internet est une formidable source d'information, mais aussi de désinformation et de fausses rumeurs. Il serait sûrement utile de nous inspirer de la stratégie des États-Unis décrite par le député Jean-Pierre Door. Au centre d'Atlanta, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, plus de 400 personnes surveillent les réseaux sociaux 24 heures sur 24 en répondant immédiatement à tous les messages. Les résultats sont au rendez-vous. Nous en sommes loin. Chez nous, la délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire disposait de 8 personnes. Nous devons impérativement renforcer ces moyens pour lutter efficacement contre les diffusions sur Internet de toutes les rumeurs fantaisistes qui créent et entretiennent la panique. C'est pourquoi j'approuve totalement la proposition de Fabienne Keller d'expérimenter une situation de potentielle crise avec tous les acteurs concernés, ceux de la santé bien sûr, médecins et chercheurs, mais aussi les représentants des différents services de l'État, les représentants des collectivités locales et autres. Notamment, je partage son point de vue quant à la nécessité d'anticiper un scénario catastrophe correspondant à la conjonction des pires hypothèses, une maladie inconnue, une incubation rapide à forte létalité, à la transmission incontrôlable et contre laquelle aucun traitement ne saurait être efficace. La question des maladies infectieuses émergentes mérite donc toute notre attention et nous impose d'améliorer constamment la protection de la population afin d'éviter l'émergence d'une crise sanitaire de grande ampleur sur notre territoire. Je vous remercie. Merci, Madame De Roche. La parole est à Monsieur Ronan Kerdraon. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la délégation à la prospective, Madame le rapporteur, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à saluer la qualité du travail de notre collègue Fabienne Keller pour ce rapport très complet sur les maladies infectieuses émergentes. Ces maladies constituent de nos jours une menace réelle et permanente, elle l'a très bien démontré. Elles touchent et mobilisent aussi bien les pays du Nord que ceux du Sud. La lutte contre ces maladies nécessite donc la mobilisation des puissances publiques. Recherche, information, coordination et prévention doivent donc être les maîtres mots en la matière. Une maladie infectieuse émergente peut aujourd'hui se définir comme une entité clinique d'origine infectieuse nouvellement apparue et identifiée ou comme une maladie infectieuse connue et dont les caractéristiques évoluent dans un espace ou au sein même d'un groupe de population. Les derniers travaux sur les causes de l'émergence montrent des interactions multiples et rapidement changeantes entre différents facteurs comme l'hôte, l'agent infectieux, l'environnement, cela sur fond de grande diversité biologique. Face à ces risques infectieux, la surveillance des maladies évolue et doit s'orienter en amont, c'est-à-dire vers les signes cliniques, les agents infectieux, les vecteurs, le monde animal et l'environnement, afin d'anticiper l'apparition de situations à risque d'émergence ou de réémergence. Et c'est dans cette perspective que le renforcement de la collaboration avec les réseaux et institutions internationaux est indispensable, voire décisive.
Une approche globale apparaît alors nécessaire pour mieux comprendre et faire face à ces multiples évolutions. Nous devons combiner nos forces entre les pays du Nord, disposant d'outils, de moyens, et les pays du Sud, zones plus propices à l'émergence. Cette émergence s'effectue chez l'homme en 2 étapes, par l'introduction surprise d'un nouvel agent pathogène et ou par la dissémination dans une population non immunologiquement préparée. Notons, mes chers collègues, ainsi que l'a fait Fabienne Keller, qu'entre 1940 et 2004, plus de 335 maladies infectieuses ont été découvertes. Et les causes sont toujours les mêmes. Baisse de la vigilance des systèmes de contrôle, acquisition de mécanismes de résistance aux médicaments anti-infectieux, modification de l'écosystème. Elle a effectivement souligné la déforestation, la création de zones suburbaines ou le déplacement de populations. Bien évidemment, d'autres éléments sont à prendre en compte. La mondialisation des échanges, l'augmentation du commerce international des éléments, l'essor de l'écotourisme, les contacts rapprochant l'animal de l'homme, les animaux étant, c'est vrai, dans plus de 70% des cas, à l'origine de ces infections. L'utilisation également de maladies infectieuses à des fins terroristes, cela a été souligné tout à l'heure. Et enfin, les changements climatiques. Nous pourrions également citer dans une moindre mesure la dégradation des infrastructures également de santé publique, incapables de faire face aux besoins de certaines populations. Face à cette situation, l'OMS a développé et coordonné en 2000 le réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie qui relie plusieurs réseaux de surveillance. Il s'agissait de détecter les maladies infectieuses émergentes, de déterminer leurs menaces potentielles pour la santé publique et d'établir des interventions efficaces. Certains de ces réseaux sont spécifiquement conçus pour repérer des événements inhabituels, qu'ils soient d'origine naturelle, accidentelle ou délibérée. Les épidémies les plus fréquemment notifiées ont été le choléra, la grippe, le SRAS, la méningite, les fièvres hémorragiques virales, la peste, la fièvre jaune et les encéphalitites virales. Les progrès dans le domaine de l'hygiène et de la santé publique peuvent-ils faire espérer une diminution de la mortalité par maladies transmissibles dans les pays en voie de développement? Malheureusement, des progrès ne peuvent être obtenus que si l'on n'assiste pas à l'émergence de nouvelles infections ou à la réémergence de maladies actuellement contrôlées et surtout si aucune résistance majeure aux antibiotiques, aux antiviraux ne s'installe. De plus, l'explosion démographique, l'urbanisation anarchique provoque de profonds bouleversements à l'origine de pathologies transmissibles. Certains des nouveaux agents qui ont été détectés au cours de ces 25 dernières années posent maintenant de sérieux problèmes de santé publique à l'échelle locale, régionale ou mondiale. Nous faisons face à un autre problème de santé publique par rapport à l'augmentation rapide du nombre de bactéries qui deviennent résistantes à une gamme de plus en plus étendue d'antibiotiques. Dans beaucoup de régions, les antibiotiques de premières intentions, peu coûteux, ont perdu leur efficacité, ce qui, de ce fait, a un impact économique, puisqu'il accroît le coût et la durée du traitement de nombreuses maladies courantes, comme les maladies diarrhéiques, épidémiques ou la pneumonie. Nous parlons aussi de maladies infectieuses réémergentes quand on observe la réapparition ou une augmentation d'infections connues, mais devenues si rares qu'elles n'étaient plus considérées comme des problèmes de santé publique. La mise en place des mesures de prévention contre les nouvelles maladies infectieuses nécessite donc une collaboration étroite entre les médecins, les chercheurs, les décideurs et l'ensemble de la population dans le cadre de ce qu'il est appelé de manière convenue une politique de santé publique. Une stratégie audacieuse de recherche et de formation pour une aide plus efficace à la gestion des situations d'émergence de maladies infectieuses et une organisation innovante pourrait être inscrite dans une loi de santé publique. En effet, la nature même de ces maladies infectieuses émergentes est synonyme de déficit de connaissances et génère d'importantes incertitudes. Il en ressort donc un besoin urgent d'acquisition et de partage des savoirs, que seule peut satisfaire une étroite collaboration entre recherche-enseignement et recherche-action. Ainsi, mes chers collègues, comme je viens de l'exposer, nous devons de nous retrouver autour d'un but commun et dans un esprit transversal entre approches médicales, écologiques, économiques, sociologiques et politiques. Dans cette optique, nous devons donner à notre recherche, à nos chercheurs, les moyens nécessaires pour analyser et interpréter. Il faut des moyens humains, mais aussi logistiques, pour réussir à dégager de nouvelles propositions de recherche et d'action, pour produire un bilan annuel sur l'état de la lutte contre ces maladies et sur l'état d'avancement de la mise en application de ces recommandations par les organismes et instances auxquels elles sont destinées.
Enfin, la diffusion de ces travaux devrait contribuer à mieux sensibiliser les professionnels et les citoyens à ce genre de risque. Développer la recherche et la formation, c'est comprendre de façon plus approfondie le rôle des espèces hôtes, les vecteurs et améliorer la connaissance sur ces systèmes émergents, notamment dans les pays tropicaux, en stimulant une politique scientifique de coopération internationale. En améliorant la capacité de notre recherche biomédicale, nous encouragerons la recherche sur le contexte économique, historique, social et culturel de la santé humaine et animale. Une analyse fine des situations de crise devrait également susciter une meilleure adhésion aux politiques mises en œuvre. En élaborant un programme de recherche interdisciplinaire en collaboration avec les acteurs de terrain, nous soutiendrons, favoriserons les contributions des sciences humaines et sociales dans la formation des spécialistes des pays du Sud, que ce soit en master, en doctorat ou en post-doctorat, particulièrement en ce qui concerne la prise en compte des cultures et des savoirs locaux. La préparation à la gestion des situations critiques devrait dépendre d'une coordination interministérielle permanente, l'impact de ces maladies étant incomplètement prévisible. Pourquoi ne pas non plus instaurer, mes chers collègues, un fonds d'urgence, lequel viendrait renforcer les moyens indispensables à la recherche, à l'identification et à l'évaluation du risque. Aussi, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur, mes chers collègues, je pense que nous devrions porter notre réflexion et nos moyens sur la recherche et l'enseignement afin de donner à nos spécialistes les moyens nécessaires à la protection des populations face à ces maladies. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kerdaon. Je vais maintenant passer la parole à Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la délégation à la prospective, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voudrais vous remercier pour la qualité du débat qui vient de se dérouler et nous pouvons mesurer toute l'importance qu'il y a à définir la manière dont nous concevons la protection de notre société et à l'intérieur de la société de chacun de nos concitoyens face à la perspective de risques émergents ou à la réémergence de certains risques, parmi lesquels figurent les maladies infectieuses. Et le principal constat du rapport d'information de Madame Keller, qui a été écrit au nom de la délégation sénatoriale à la prospective sur les nouvelles menaces des maladies infectieuses émergentes, réside bien dans le fait qu'en dépit des immenses progrès réalisés par la recherche médicale, nos sociétés restent fragiles. Je veux vous remercier, Madame, ainsi que l'ensemble de la délégation sénatoriale pour la qualité du travail dont nous discutons aujourd'hui. Le contenu riche et documenté du rapport, assorti de propositions concrètes, doivent nous permettre d'avancer, j'en suis certaine, dans ce domaine majeur pour la santé publique. Les activités humaines, nous le savons, ont souvent été à l'origine du développement et de l'implantation des maladies infectieuses. Nous savons, par exemple, que la variole, la rougeole, la grippe ont été introduites dans le Nouveau Monde par les colonisateurs espagnols. Et en retour, ces derniers ont été confrontés à la fièvre jaune dans ces pays et ils ont ensuite diffusé le typhus en Europe. Ces enjeux ne sont pas dépassés. Vous avez été très nombreux à évoquer la grippe espagnole, mais ces enjeux ne sont pas dépassés. Ils n'appartiennent pas seulement à l'histoire. Et aujourd'hui encore, de nombreux facteurs peuvent concourir à la diffusion et à l'émergence parfois brutale de maladies infectieuses. Je pense en particulier à l'accélération et à la mondialisation des échanges, à la concentration de plus en plus importante de populations dans des mégalopoles ou à la modification du climat. En parallèle ou face à cela, on peut constater que les agents pathogènes, eux, ont révélé d'exceptionnelles capacités d'adaptation et donc nous devons évidemment faire attention. J'ai entendu aussi que dans la discussion qui a eu lieu, ont été évoquées les résurgences de maladies qui apparaissaient comme
disparu ou en tout cas contenu, certaines particulièrement préoccupantes, d'autres qui sont moins graves. Je pense à la gale qui a été évoquée et que l'on associe dans notre esprit à des populations en précarité que l'on croyait réservées aux populations défavorisées, alors qu'on s'aperçoit que c'est plutôt réservé à des collectivités de personnes. Et j'ai par exemple saisi sur cette question le Haut Conseil de la santé publique pour que soit évaluée la situation et que soient formulées des recommandations, parce que c'est une maladie qui n'est pas grave, mais qui pose quand même des problèmes quotidiens et concrets extrêmement désagréables. Au-delà, nous devons, si nous voulons préparer l'avenir, anticiper et agir autour, je crois, de 4 axes majeurs: la prévention, la détection, la coopération et la préparation de la population. La prévention d'abord, et le président de la République l'a rappelé effectivement dans son discours de clôture du 40e congrès de la Mutualité française à Nice. L'enjeu majeur de nos politiques de santé publique dans les années à venir, c'est bien la prévention. Mieux prévenir, et cela a été souligné, c'est d'abord améliorer la couverture vaccinale en mettant en place une stratégie nationale pour les 5 prochaines années. Ce programme doit tirer les enseignements des échecs passés. Je pense en particulier aux écueils que nous avons rencontrés lors des campagnes de vaccination contre la pandémie grippale et contre l'épidémie actuelle de rougeole. J'ajouterai que je suis préoccupée de voir que face à une maladie aussi banale au sens strict du terme que la grippe, les personnes à risque et identifiées comme telles ont un taux de vaccination qui a été en diminution cette année, déjà l'année dernière, et que je suis également préoccupée de voir que face à cette maladie de la grippe, les personnels soignants dans nos établissements de santé restent une petite minorité à se faire vacciner. Il y a là, me semble-t-il, un enjeu important. Mieux prévenir, c'est aussi, et j'ajoute, parce que je ne sais plus qui l'a évoqué dans son intervention, mais il y a des résistances françaises à la vaccination qu'il nous faut arriver à mieux cerner par rapport à ce que l'on voit dans d'autres pays, même si globalement nous atteignons des résultats qui, malgré tout, restent satisfaisants. Mieux prévenir, c'est aussi mieux contrôler l'usage des antibiotiques. Vous avez été un certain nombre à le dire, si nous voulons maîtriser l'apparition de résistance aux antibiotiques. Et j'ai bien entendu le regret exprimé par Madame Aline Archambault par rapport à ce qui aurait dû se mettre en place dans le prolongement de la loi dite Kouchner du 4 mars 2002. Eh bien, je souhaite que se mette en place pour chaque établissement de santé la possibilité de recourir à un référent en antibiothérapie. Nous devrions avancer dans les prochaines semaines. Il nous faudra également envisager une réflexion sur l'utilisation des antibiotiques chez les animaux par un rapprochement des spécialistes en santé animale et en santé humaine autour de ce qui s'est répandu comme étant le concept One Health, une seule santé, qui évidemment doit pouvoir prospérer chez nous aussi. Le deuxième axe, je le disais, c'est celui, au-delà de la prévention, du renforcement de nos capacités de détection, d'alerte et de réponse aux signaux. Notre action passera par une amélioration de la gouvernance régionale et nationale. À l'origine, la sécurité sanitaire est définie comme la sécurité des personnes contre les risques liés au fonctionnement du système de santé. Ce concept est aujourd'hui beaucoup plus large. Il s'étend aux risques liés au fonctionnement de la société, c'est-à-dire aux risques alimentaires, aux risques environnementaux et aux risques médicaux. Et c'est d'ailleurs sous le signe de la sécurité sanitaire qu'ont été placés les dispositifs de lutte contre les menaces épidémiques. Le système de veille sanitaire est perfectible, assurément, et nous devons aujourd'hui améliorer ses capacités de détection, d'alerte et de réponse. En premier lieu, nous devons inciter les professionnels de santé à la déclaration des vigilances, et des épisodes non seulement récents mais en cours nous en ont montré la nécessité. Cette question sera pour moi une priorité dans le cadre de la stratégie nationale de santé
à laquelle je travaille. Une refonte du système des vigilances est en cours de réalisation et aboutira cette année. Il s'agit ensuite de valoriser la veille sanitaire régionale en déployant des réseaux en santé publique avec la médecine générale. Il nous faut véritablement considérer les médecins généralistes comme de véritables vigies de santé publique. Et je le dis, je pense que dans le passé, à l'occasion d'événements récents, nous ne nous sommes pas suffisamment appuyés sur les professionnels de santé, en particulier les médecins généralistes. Je crois que c'est une des raisons qui explique l'échec dans la prise en charge de la menace d'une pandémie grippale à l'occasion de la grippe donc dite H1N1. Le troisième axe de notre action doit être celui du renforcement de la coopération internationale, notamment, pas uniquement, mais notamment en direction des pays émergents. Le règlement sanitaire international, adopté par 194 États lors de l'Assemblée mondiale de la santé le 23 mai 2005, renforce les contrôles sanitaires dans les lieux d'échange. Il vise à améliorer la coordination internationale en instaurant un réseau mondial unique de gestion des alertes sanitaires. Ce règlement n'avait pas de traduction concrète pour être mis en œuvre dans notre pays. C'est chose faite depuis la publication au journal officiel le 9 janvier 2013, donc de cette année, du décret relatif à sa mise en œuvre. J'ai par ailleurs pu observer, lors de mes déplacements dans différents pays européens au cours des derniers mois, de la nécessité de rationaliser et renforcer les capacités et les structures de l'Union européenne pour faire face à l'émergence des maladies infectieuses. Les menaces sanitaires, par principe, ne connaissent pas les frontières et nous devons donc jeter les bases d'une approche élargie et coordonnée au niveau de l'Union européenne. C'est à partir de là que nous pouvons approfondir la coopération avec les pays du Sud, qui restent aujourd'hui les premières victimes de ces maladies. Enfin, nous devons tirer des enseignements de la pandémie grippale H1N1, notamment en termes de perception des risques et de comportement de la population. Pour être efficaces, les mesures préventives mises en place par les autorités sanitaires doivent être compréhensibles et comprises pour nos concitoyens et de leur part. La qualité de la communication, vous avez raison, Madame la sénatrice Keller, de le souligner, est déterminante si nous voulons partager une culture commune sur les risques émergents pour anticiper et pour clarifier les rumeurs infondées. Nous avons une responsabilité pour relayer au plus près de la population et des acteurs locaux des messages factuels, informatifs, cohérents et précis, trouver le juste équilibre entre l'exigence de ne pas inquiéter outre mesure, tout en informant et en permettant une protection de qualité de se mettre en place. Un centre de crise a été inauguré il y a quelques mois à peine au ministère des Affaires sociales et de la Santé, qui nous permet désormais de mettre en place des exercices d'anticipation plus efficaces pour tester nos capacités de réponse. À titre d'exemple, les capacités de mobilisation et d'organisation des médecins, des hôpitaux, des agences régionales de santé et des différents acteurs nationaux ont été testées dans le domaine des pathologies vectorielles comme le chikungunya et de la réponse antivectorielle. Vous plaidez, Madame la sénatrice, pour que nous allions au-delà, pour des exercices d'anticipation politique qui réuniraient différents ou plusieurs ministères et pas simplement le ministère de la Santé. L'idée d'un exercice national de prospective qui mettrait en relation, au-delà des ministères, différents métiers et toutes les professions concernées, avant que ne survienne une nouvelle pandémie, est séduisante. Et vous avez œuvré dans ce sens en organisant en mai dernier l'atelier de prospective. Vous avez ainsi ouvert la voie à une réflexion dans ce sens, réflexion que je souhaite que nous puissions poursuivre. Il ne m'appartient pas de définir une stratégie au niveau interministériel, seulement en ce qui me concerne, le ministère de la Santé. Mais je souhaite en tout cas que nous puissions réfléchir, engager la réflexion avec les acteurs non institutionnels, justement, des sociologues, des acteurs de la société civile, pour voir comment gérer ces
ces événements lorsqu'ils se produisent. Et je verrai avec mes collègues ou avec les autres ministères comment nous pouvons avancer dans ce sens. La stratégie nationale de santé accordera une place majeure à la gestion des nouvelles menaces des maladies infectieuses émergentes et des nouvelles menaces tout court. Notre principal objectif est bien de protéger la population en anticipant et en travaillant en amont avec tout le monde. Dans ce but, il nous faut conduire une politique volontariste de prévention, améliorer les mécanismes de surveillance sanitaire et marquer la confiance que nous devons avoir envers les médecins de proximité. C'est un travail important et lourd et je vous remercie de nous permettre de le mener dans de bonnes conditions. Merci Madame la Ministre. Merci mes chers collègues. Merci Madame la rapporteure. C'est la fin de ce débat consacré aux nouvelles maladies infectieuses émergentes. Si vous souhaitez le revoir, il est disponible en VOD sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée à tous.